Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire. Nous sommes le mercredi 26 septembre. Ce soir, c'est la Fed, enfin. La Fed avec la hausse des taux qui est attendue, une hausse des taux intégralement, pardon, oui, intégrée dans les prix. Donc aucune nouvelle qui sera, enfin aucune volatilité qui devrait être provoquée, générée par cette remontée des taux. On a une probabilité qui est de 100%. Donc voilà, c'est pas cette hausse des taux qui va provoquer une nouvelle tendance sur le dollar, que ce soit haussière ou baissière, mais c'est surtout en fait ces fameux dot plots, en fait les projections des taux, le vote de chaque gouverneur, enfin membre du FOMC, pardon, pour leurs prévisions de taux pour 2019, pour 2020 et cette fois-ci, cette édition sera prolongée jusqu'à 2021 parce que à chaque fois, tous les mois de septembre, on a ces fameux dot plots qui sont rallongés d'un an dans les prévisions. Donc voilà, concrètement, ce que le marché surveillera ce soir, c'est est-ce que les membres du FOMC envisagent 3 ou 4 hausses des taux l'année prochaine. C'est cette question dont le marché, dont les investisseurs seront extrêmement attentifs. Voilà, donc par ailleurs, je vous rappelle, j'aurai l'occasion d'organiser un webinaire pour couvrir cet événement. Ce soir, vous me retrouverez de 19h45 à 20h45 à peu près, voire 21h, ça dépend combien de temps dure le discours de Powell. Mais voilà, dans l'idée, 1 heure à partir de 19h45 pour un webinaire spécial Fed. Voilà, donc je vous attends nombreux. Et voilà, écoutez, on va pouvoir commencer ce point de marché. Bonjour à vous, Edgy. Bonjour Raymond. J'espère que vous allez bien. Marcel, Frédéric, Rémi, Eliane. Bien le bonjour à vous. Alors, sans plus attendre, on commence par l'avertissement, les gars, sur les risques. Le trading avec effet levier, on fit toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors au niveau du briefing d'actualité, concrètement hier on a Donald Trump qui a réclamé à l'ONU des échanges commerciaux justes et équilibrés, faisant référence bien évidemment à la Chine. Et dans un communiqué commun, les États-Unis, Japon et l'UE ont annoncé qu'ils avaient décidé de faire front commun contre les pratiques commerciales déloyales. Donc là c'est pareil, en clair ça cible l'Asie et surtout la Chine. Pour ce qui est de la macro américaine, alors confiance des consommateurs américains qui s'est nettement renforcée en septembre, poursuivant sous sa lancée du mois précédent où elle avait atteint son meilleur niveau depuis octobre 2000. Donc ça, cette confiance des consommateurs, pardon, elle est très importante. C'est corrélé au PMI, c'est corrélé à peu près à l'inflation et ça montre que finalement, pour le moment, cette guerre commerciale n'affecte pas le moral des consommateurs. C'est-à-dire que sur les prix à la consommation, pour le moment, il n'y a pas d'impact. Bon, en même temps, ces taxes ont été mises en place depuis lundi. Enfin, ces taxes sur les produits de consommation. On a bien évidemment eu des tarifs douaniers sur 50 milliards de marchandises chinoises juillet-août. Enfin, depuis juillet-août, mais c'était pas sur vraiment des produits à la consommation, donc c'est normal que les consommateurs n'ont pas réellement été affectés, vous voyez. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est important de noter que la confiance des consommateurs américains est à un plus haut depuis octobre 2000, malgré ce contexte de guerre commerciale. Et donc, qui dit hausse de la confiance des consommateurs dit généralement hausse de l'activité économique, donc hausse du PMI, et également hausse de l'inflation. Tout est corrélé. Concernant le Brexit, alors on a le parti travailliste qui a voté à une écrasante majorité pour le maintien du Royaume-Uni dans l'UE en cas de nouveau référendum. On a notamment les négociateurs européens qui seraient prêts à offrir à Theresa May une zone de libre-échange limitée géographiquement, donc on ne connaît pas vraiment les détails, mais contrairement à ce que prévoit le plan Shaker de Theresa May, il faudra en dehors de cette zone une frontière douanière qui ne permettra pas des échanges commerciaux totalement fluides. Donc là, c'est une information qui a été relayée par Reuters, qui aurait reçu, voilà, enfin, pris connaissance d'un document interne de l'UE. Donc on ne sait pas réellement les caractéristiques très précises, quelle sera cette frontière douanière, parce qu'on parle en même temps d'une zone de libre-échange et d'une frontière douanière. Je vous rappelle, l'UE propose, depuis maintenant, peut-être depuis le début des négociations, enfin en tout cas ça fait 1 an que l'UE propose de maintenir l'Irlande du Nord dans
l'union douanière, voilà, dans l'union douanière de l'UE, malgré le Brexit. Même s'il n'y a pas d'accord, même s'il y a un hard Brexit, l'UE propose que l'Irlande du Nord reste, que le fonctionnement de l'Irlande du Nord reste le même qu'actuellement. Ce que le Royaume-Uni rejette parce que pour cause de perte de souveraineté sur l'Irlande du Nord, ce qui est compréhensible en même temps parce qu'on imagine bien que bien les entreprises anglaises qui sont basées essentiellement à Londres, pourquoi resteraient-ils à Londres, enfin en Angleterre ou même voilà en Écosse ou peu importe, s'ils peuvent aller en Irlande du Nord, c'est-à-dire rester dans le Royaume-Uni, mais en même temps être dans le marché unique européen. Voilà, donc c'est une proposition, cette solution est une solution que Theresa May rejette, que le parti travailliste, il est pour, mais on va dire que le parti travailliste est surtout pour que, en fait, le Royaume-Uni, pas seulement l'Irlande du Nord, mais que le Royaume-Uni soit dans l'union douanière et soit dans, voilà, qu'elle reste dans l'UE. Donc, voilà, donc on ne sait pas réellement les détails de cette proposition, mais en tout cas c'est bon, ça serait en tout cas un pas en avant fait par Bruxelles. On continue sur l'actualité avec l'Allemagne, la fédération patronale allemande BDI qui a abaissé sa prévision de croissance de 2008 à 2%, donc une baisse de 0,2 points par rapport à ses précédentes prévisions, notamment en raison des tensions commerciales, du Brexit et c'est tout. Concernant l'OPEP, alors depuis l'Assemblée générale des Nations Unies, hein, Donald Trump qui a critiqué la politique commerciale chinoise, la situation politique, enfin le régime iranien, et également, encore une fois, les producteurs de l'OPEP. Donc Donald Trump qui a une nouvelle fois exhorté mardi l'OPEP à accroître ses extractions et à agir pour faire baisser les cours. Et concernant l'Italie, Mouvement 5 étoiles n'approuvera pas les objectifs budgétaires du gouvernement si ses principales demandes, notamment celles d'un revenu citoyen, ne sont pas satisfaites, a déclaré hier son chef de file Luigi Di Maio. Pour remettre dans le contexte, en Italie, donc on a le budget italien qui doit être annoncé d'ici demain, qui doit être présenté d'ici demain, pardon. Le ministre de l'économie qui est sans étiquette politique, hein, qui est ni du Mouvement 5 étoiles ni de la Ligue du Nord, voilà, il est sans étiquette politique et a priori il se serait accordé avec Bruxelles pour un déficit de 1,6% du PIB, du PIB. Ce que la coalition gouvernementale critique puisque elle n'aurait pas assez de marge de manœuvre pour mettre en place ces promesses de campagne, dont notamment ce fameux revenu citoyen. Donc en fait, ce que demande cette coalition et surtout le mouvement 5 étoiles, c'est un déficit légèrement inférieur à 2,5%. Et on imagine bien que si c'est seulement 1,6, eh bien, il n'y aura pas suffisamment de marge pour que la coalition gouvernementale italienne mette en place ces mesures. Et eh bien, ce que menace Luigi Di Maio, c'est que, eh bien, tout simplement, que cette prévision du budget 2019 ne sera pas respectée si dans ce budget n'est pas inclus voilà un certain budget pour les promesses de campagne et surtout pour ce revenu citoyen. Concernant la Chine, alors on a une hausse importante des marchés chinois cette nuit, tout simplement parce que on a MSCI qui a annoncé qu'il envisageait de quadrupler la pondération des grosses capitalisations chinoises dans ses indices de référence. Donc en clair, dans indice MSCI Emerging Market, et même, pourquoi pas, le MSCI Monde. C'est quelque chose que demandent pas mal de professionnels de la finance, étant donné que voilà, la Chine, bon, bah, c'est la deuxième puissance économique mondiale. Concernant les marchés actions, c'est un marché qui est énorme, enfin qui est très de plus en plus important. Et pourtant, dans le MSCI mondial, la Chine ne pèse que 3-4%. Vous voyez, alors que les US pèsent entre 55 et 60%. Donc voilà, c'est assez logique si on veut, si ce MSCI Monde veut refléter globalement les marchés à actions, la tendance du monde entier, eh bien ça semble assez logique que voilà cette part des actions chinoises doivent être plus importantes dans ces indices de référence. Et bien évidemment, si on a cette pondération qui quadruple, ça veut dire que plus de fonds seront investis dans les valeurs chinoises. Petit graphique
que voilà, je vous fais voir, que je vous ai dit, enfin que je vous ai indiqué au début du webinaire, 100% de probabilité d'une hausse des taux ce soir, 95% de probabilité pour une hausse des taux de 25 points de base et 5% de probabilité pour une hausse des taux de 50 points de base. Donc en clair, c'est pas la hausse des taux ce soir qui va surprendre. À part si, bien évidemment, on a une hausse de 50 points de base ce soir et non pas 25 comme le fait généralement la Fed. Ce qui est peu probable, comme on peut le voir d'après sa probabilité, c'est quelque chose que la Fed n'a pas fait. Alors, enfin, d'après mes souvenirs, ça n'a pas été. Je ne sais pas si ça a déjà été fait. Si ça a été fait, ça a peut-être été le cas il y a plusieurs décennies. Donc voilà, le marché serait extrêmement surpris si la Fed décidait ce soir de remonter ses taux, non pas de 25 points de base comme elle le fait depuis le début du resserrement de la politique monétaire depuis 2015. Donc voilà. Concernant Wall Street hier, alors une nouvelle clôture divisée. Hein. Je vous rappelle qu'hier, avant-hier, on avait le Nasdaq 100 qui était le seul dans le vert. Hier, on a le Nasdaq 100 et les small caps, les Russell 2000. Mais sinon, on a le Dow Jones et le S&P qui ont clôturé encore une fois dans le rouge. Le DXY qui est à l'équilibre. Voilà, il n'y a pas vraiment de tendance. Hein. D'ailleurs, on le voit sur l'euro-dollar, le gold, le GBP USD. Voilà, la plupart des paires majeures consolident. Donc voilà, consolidation sur les paires majeures. Le dollar est à l'équilibre. On voit, de toute façon, c'est toujours le cas hein, quand on a une décision. Enfin, dès qu'on a en amont d'une hausse des taux qui est déjà pricée par la Fed, on a généralement du début de semaine jusqu'à la décision des taux, une consolidation du dollar et donc de tous les actifs qui sont corrélés, c'est-à-dire surtout l'euro, le GBP et le gold. Ce matin, on a le T-Note qui se stabilise à 3,09%. Je rappelle, 3,09, c'est le plus haut de l'année. Enfin, 3,11 précisément, c'est le plus haut de l'année. Et c'est le plus haut depuis mai 2011, il me semble. Le Yen Index, pareil, à l'équilibre. Le Gold, à l'équilibre. Le Nikkei en hausse. Et comme je vous l'ai dit, le Shanghai Composite qui rebondit fortement. C'est pas parce qu'il y a l'appétit pourri, c'est simplement parce que voilà, on a cette annonce de MSCI comme quoi il y aurait potentiellement une capitalisation, une pondération des valeurs chinoises qui serait multipliée par 4 dans ces indices de référence, ce qui veut dire que plus de fonds seront automatiquement alloués au marché chinois, aux actions chinoises. Pour information, MSCI, l'entreprise MSCI gère plus à peu près 2000 milliards de dollars hein, de fonds dans ces indices de référence. Hein. Donc, ce qui est énorme. Donc, vous imaginez bien que si on a une pondération qui passe de 4%, si elle est quadruplée, ça veut dire 20% de valeurs chinoises dans les indices de référence. Vous imaginez bien, bon, c'est pas sur 2000 milliards, mais ça vous donne un ordre d'idée des fonds qui pourraient être automatiquement alloués au marché chinois. On pourrait avoir en un claquement de doigts peut-être 200 milliards, 100 ou 200 milliards qui seraient alloués au marché chinois. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a le marché qui spécule hein, plus ou moins, ou en tout cas qui arbitre, qui essaye d'anticiper cette décision. Alors bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Brice, bonjour à vous. Vu que l'euro-dollar consolide et ne baisse pas, doit-on chercher un point d'entrée d'achat bientôt? Alors ça dépend vous votre opinion sur ce qui va se passer ce soir. Hein. Si vous pensez que concrètement ça sera un non-événement avec des dot plots qui resteront inchangés, dans ce cas-là, vous pouvez être baissier sur le dollar. Si vous pensez qu'à l'inverse, on va avoir des dot plots qui vont être revus à la hausse avec un temps médian qui va être revu à la hausse pour l'année prochaine. Dans ce cas-là, ça sera dollar légèrement bullish. Ça va dépendre concrètement des dot plots. C'est compliqué de vous dire si le dollar va être bullish ou bearish après la Fed. Moi personnellement, je pense plutôt qu'il va être bearish le dollar. Maintenant, voilà, c'est vraiment ça, c'est de la spéculation. Donc on va voir ça dans un petit instant sur l'euro-dollar, le gold, que faire. Et au niveau du calendrier économique, bon, concrètement, le seul rendez-vous d'aujourd'hui, ça va être la décision des taux à 20h. Donc, je vous rappelle, 19h45, webinaire, début du webinaire spécial Fed, avec moi-même, hein, que j'aurai le plaisir d'organiser. Donc, 19h45, heure française. Voilà, alors, probabilité de décembre, 78% de probabilité pour une nouvelle hausse des taux. Et si on additionne avec celle-là, avec celle-ci, donc 5,1 plus 78,6, ça fait donc 78,7, ça fait du 83,7% de probabilité d'une nouvelle hausse des taux après celle de ce soir en décembre. Donc autant vous dire que celle de décembre non plus c'est pas un facteur qui va
qui va faire varier le dollar. Alors concernant les dot plots, je vais vous faire voir ce que c'est. Voilà, je vous fais voir tout de suite. Alors, pour cela, nous allons aller sur Twitter, puisque j'ai tweeté hier les dot plots. J'ai tweeté les dot plots ici, voilà. Donc c'est ça les dot plots. Vous voyez, c'est ces fameux points. Donc chaque point représente un vote du membre du FOMC. Donc voilà. Un point, c'est un membre du FOMC. Donc chaque membre du FOMC vote pour ses prévisions des taux de 2018, de 2019, de 2020 et longer run, c'est du long terme. Donc ça, c'était les dot plots de juin 2018, comme vous pouvez constater. Et on a, avec ces dot plots, un taux médian qui est réalisé, donc c'est une médiane des votes, qui permet de savoir en fait les projections finalement, ce qu'attend le consensus du FOMC. Et pour avoir ce taux médian, il suffit d'aller juste sur la page d'avant, qu'on aura l'occasion de voir ce soir. Je vous rappelle, on ira beaucoup plus dans le détail. Je pourrais vous briefer beaucoup plus au début du webinaire spécial ce soir. Et donc, vous voyez, on a le taux médian. Donc ça, c'était pour le mois de juin. On a la précédente projection, les précédentes projections ici en mars. Et en fait, on a juste à comparer. Si c'est revu à la hausse, c'est bullish pour le dollar. Si c'est revu à la baisse, c'est bearish. Bon, ça m'étonnerait que ce soit revu à la baisse et d'autres plots ce soir. Ça va soit être inchangé, soit ça va être revu à la hausse. Si c'est inchangé, c'est bearish dollar. Si c'est revu à la hausse, ça dépend le degré de révision à la hausse. Si c'est beaucoup revu à la hausse, ce sera bullish pour le dollar. Si c'est légèrement revu à la hausse, ça va être bullish, mais voilà, ça va pas non plus créer une nouvelle tendance. Voyez. Donc voilà. Donc en fait, ce sera ce taux médian de 2019 qui sera le plus important. Vous voyez que là, le taux médian, c'est 3,1%. Si ce soir, par exemple, ce taux médian qui sera publié à 20h est de 3,50, ça sera bullish dollar. S'il est à 1,31, ça sera probablement bearish pour le dollar. Voilà, donc c'est surtout ce taux médian. Ensuite, on aura toutes les projections macroéconomiques qui seront importantes. Mais vraiment, la première chose que va faire les investisseurs ce soir, c'est aller sur le site de la Fed, regarder ce fichier PDF. Donc là, c'est une capture d'écran, mais c'est un fichier PDF à la base. Regardez ce fichier PDF et regardez dans un premier temps ces Fed Funds Rate. Voilà, donc on va passer sur les marchés. Forex, ce matin on voit NZD, AUD, Yen. Bon, on n'a pas vraiment de tendance concrètement, pas vraiment de tendance. Le Yen, qu'est-ce qu'a fait le Yen hier? Toujours en bas de son range, donc vous voyez que ça va beaucoup dépendre de ce soir de la Fed. Le dollar index consolide. Le dollar index consolide. Bon, on n'a pas de tendance sur le Forex depuis le début de la semaine. Si ce n'est le NZD et l'AUD qui continuent à rebondir, vous voyez. Ils profitent, ces deux devises profitent de l'absence de nouveautés sur le plan de la guerre commerciale et sur l'absence de tendance du dollar pour rebondir. Donc voilà, NZD bute sous la moyenne mobile à 50 jours, mais on a toujours, pour un moment un rebond. Le stochastique est en train de se croiser, mais il me semble que voilà, hier, on n'a pas eu les courbes qui ont clôturé l'une en dessous de l'autre. Alors, le KLD, vous voyez, K supérieur à D. Donc, K inférieur à D. Donc, on a le croisement. Théoriquement, on a le signal baissier qui est donné sur le NZD. Puisque K est dorénavant inférieur à D. Pour ce qui est de l'AUD, c'est pareil. On voit hier, K inférieur à D. Donc, on a théoriquement un signal baissier sur l'AUD. Ce qui est cohérent vu qu'on est dans une tendance baissière, voilà, peu importe l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, ça permet juste finalement de se mettre dans un contexte, mais c'est pas avec l'analyse fondamentale qu'on peut uniquement trader. Ce qu'on trade avant tout, c'est le prix, et c'est pour ça que l'analyse technique est indispensable. Donc l'AUD et le NZD signaux baissiers hier, signaux baissiers, donc à chercher des points de vente, soit face au dollar, soit face à l'euro, ou soit face aux deux. Voilà, c'est tout à fait possible de shorter l'AUD USD et payer l'euro UD. Ça revient à acheter l'euro, à acheter le dollar et vendre le dollar australien. Donc, on fait un tour sur les paires majeures, même si voilà, aujourd'hui ça va être pareil qu'hier, ça va être pareil que lundi, c'est-à-dire consolidation entre 1,1730
et 1,1790. On voit bien sur un graphique horaire que le cours consolide entre le R1 mensuel et les 1,1733. Donc ça va être pareil pour la séance. En attendant la Fed, les 1,1790 se short et les 1,1733 se payent. Post-Fed, encore une fois, tout va dépendre des projections macroéconomiques. Si on a des projections macroéconomiques et des taux de la Fed, si on a ces projections qui sont revues à la hausse, ça sera bullish dollar et donc l'euro va s'enfoncer en dessous des 1,1733. À l'inverse, si on a des projections globalement inchangées, eh bien on aura une hausse de l'euro, une hausse du GBP, une hausse du gold. En fait, toutes les devises majeures seront bullish face au dollar USD. En tout cas, si vous prenez position avant la Fed et que vous souhaitez maintenir votre position pendant la Fed, il est indispensable de mettre un stop. Mais ça ne sert à rien de mettre un stop relativement serré parce que la Fed ce soir va être source de volatilité. Peu importe comment dire la projection, même s'il y a un statu quo au niveau des projections macroéconomiques, même si elles sont inchangées, ça va être au minimum la même volatilité que le NFP, c'est-à-dire soit une grande mèche haussière ou baissière, enfin un grand chandelier pardon haussier ou baissier. Donc ça serait bête de faire chasser de sa position alors qu'on est dans le bon sens de la tendance. Donc soyez conscient que si vous souhaitez entrer en position aujourd'hui pour plusieurs séances pour du moyen terme, mettez un stop relativement large. Ça ne sert à rien de mettre un stop de 10 pips. Si on ne prend pas position avant la Fed, il faut le prendre pendant, après ou demain matin. Alors, c'est compliqué de vous donner une réponse maintenant. Tout va dépendre des projections de la Fed. Encore une fois, si la Fed revoit à la hausse ses projections, ça sera dollar haussier et on pourra passer dès la publication de ces chiffres macro, on pourra passer à l'achat de dollar. Si par contre on n'a pas vraiment on a des projections qui sont inchangées, je pense que ce sera bearish dollar, mais il faudra avant tout attendre, voir la réaction des investisseurs. Donc voilà, on peut autant prendre position ce soir lors de la publication que demain lorsque le marché aura déjà pas mal digéré cette annonce. Je vois des divergences baissières en weekly sur quasi tous les indices. Alors, on va voir ça dans un petit instant. Donc, l'euro-dollar, consolidation. Je vais passer rapidement sur les paires parce que ça n'a pas vraiment changé depuis hier. GBP, voilà, consolidation consolidation. Vous voyez que c'est une légère tendance haussière parce que, bon, il est soutenu par, comme vous avez pu le voir, l'idée qu'il y a pas un soft Brexit, mais voilà, le pas en avant potentiellement fait par les Européens. Euh, donc voilà, GBP USD progresse, mais on n'a rien de très non plus convaincant. On voit que le R1 mensuel fait office de résistance à court terme. Donc GBP USD, enfin je vais pas vous donner des stratégies sur les paires majeures aujourd'hui puisque voilà, il y a la fête ce soir, donc je préfère m'absenter. Maintenant, ce qui va être Euro AUD, ça c'est quelque chose qui m'intéresse au ROID. On voit bien que le pivot hebdomadaire c'est un bon niveau de support. Moi la UD et le NZD, vous connaissez mes opinions sur ces deux devises. C'est des devises que je préfère me positionner à la vente dans ce contexte de guerre commerciale, même si on voit que depuis un peu plus d'une semaine, depuis que on a eu l'annonce de tarifs douaniers sur 200 milliards de dollars de marchandises chinoises, on n'a pas vraiment une réaction baissière de la part sur ces deux devises. Ouais, je pense pas que ce soit la fin de la guerre commerciale. On peut avoir encore une poursuite de l'escalade qui n'a pas forcément été intégrée dans les prix. Et donc, pour moi, cette guerre commerciale présente encore un risque baissier pour les marchés actions chinois, mais également pour la UD et le NZD. Donc, moi, personnellement, fondamentalement, je suis baissier sur ces deux devises. Et même si on fait abstrait de ces guerres commerciales, concrètement, les politiques monétaires de l'RBNZ sont dovish. L'RBNZ qui voit officiellement, il y a autant de chances pour que la RBNZ diminue ou augmente ses taux directeurs. Voilà, on n'est pas du tout dans une optique de durcissement de la politique monétaire de la RBNZ. Voilà, donc ça m'étonnerait qu'on ait honnêtement une diminution du taux directeur de la RBNZ. On peut très bien imaginer que si on a un conflit commercial entre États-Unis et Chine qui s'aggrave et qui n'a pas d'issue trouvée, c'est possible d'anticiper, oui, une nouvelle de nouvelles mesures accommodantes de la part de la politique monétaire
de la Banque centrale néo-zélandaise. Donc voilà, tout cela pour dire que l'AUD et le NZD, moi je suis baissé, que ce soit fondamentalement ou techniquement, on le voit, hein, NZD index, AUD index sous nuage Ichimoku, sous moyenne mobile à 200 séances ou encore même sous des obliques baissières. Voilà, il n'y a pas de raison de payer l'AUD ou le NZD, que ce soit face au dollar, face au yen, face peu importe. Voilà. AUD NZD, moi c'est deux devises qui m'intéressent à shorter. Donc dès que l'euro AUD ou que l'euro NZD revient sur des niveaux de support, c'est des points d'entrée pour passer à l'achat. 38%, c'était un point d'entrée. Pivot hebdomadaire, c'est un point d'entrée pour viser dans un premier temps le récent plus haut, qui est à 1,6350 à peu près. Mais dans l'idée, on peut très bien viser les 1,6588 pour éviter de se mettre all in sur l'euro, enfin, c'est-à-dire tout sur l'euro ou tout sur le dollar face à l'AUD. Par exemple, au lieu de, voilà, de faire que stratégie acheteuse euro UD ou que stratégie short sur l'AUD USD, on peut acheter un petit peu l'euro UD, shorter l'AUD USD, acheter le GBP UD. Comme ça, au moins, ça revient un peu à se diversifier. En fait, ça revient, puisqu'on peut pas trader l'AUD index, c'est pas tradable un AUD index, on est d'accord. Donc pour trader, si on veut trader uniquement la tendance de l'AUD, il faut comment dire, diminuer l'effet des performances de nos positions dû aux effets externes, enfin aux nouvelles, aux catalyseurs externes à l'AUD, c'est-à-dire par exemple si on trade l'euro UD, qu'est-ce qui va impacter la paire euro UD? On a tout ce qui va être politique monétaire de la RBA, guerre commerciale, etc., etc. Mais on aura également tout ce qui est du côté de la zone euro. D'accord? Donc si on veut finalement trader que l'AUD, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, je dis pas anéantir, mais essayer d'atténuer cet effet euro ou cet effet dollar ou cet effet livre sterling que l'on trade face à l'AUD. Donc en fait l'idée derrière cela pour on va dire se concentrer au maximum sur la tendance AUD plutôt qu'une seule paire, eh bien on va vendre l'AUD face à plusieurs devises. Ce qui va permettre en fait d'avoir une tendance de notre portefeuille similaire à si on tradait à l'AUD index. C'est comme cela en fait que les institutionnels, enfin les professionnels tradent un AUD. Hein. Les institutionnels ne font pas un achat que sur l'euro UD par exemple. Ils vont acheter l'euro UD, ils vont shorter l'AUD USD, ils vont acheter le GBP UD par exemple. Hein. C'est une idée. Mais voilà. Bon, souvent eux ils peuvent créer des produits pour eux-mêmes, c'est-à-dire voilà, ils font un basket comme le DXY, ils se le créent eux-mêmes, un AUD par exemple un AUD index et voilà ils le tradent. Mais dans l'idée voilà, si on veut se concentrer, si on veut trader uniquement la tendance de l'AUD, puisque l'AUD index n'est pas tradable, c'est qu'un indice, comme un indicateur, d'accord? Un RSI, c'est pas tradable, hein. Vous pouvez pas acheter un RSI. Donc, l'AUD index, faut le voir comme un indicateur. Puisqu'on peut pas trader un indicateur, eh bien, pour avoir une tendance globalement similaire à cette AUD index, eh bien, l'idée, c'est un petit peu de faire la même chose que la composition de l'AUD index, c'est-à-dire acheter plusieurs devises majeures face à l'AUD. Ce qui permet d'aplanir, vous voyez, votre courbe, la volatilité qui est générée par les stats en zone euro ou les stats aux US ou les stats en Grande-Bretagne. Voilà. Je pense que vous avez compris. Donc voilà, l'AUD ou le NZD pour moi se short face à plusieurs devises. Je suis bullish sur quoi? Sur l'euro, sur le GBP, sur le yen, tant qu'on est encore dans le range. Vous voyez le yen index, hein, je pense que vous l'avez très bien dans la tête maintenant. Le yen index en bas de son range, eh bien, je suis plutôt bullish, hein, pour être honnête avec vous. Et l'USD, bon, tout va dépendre de la Fed, mais techniquement, moi, l'USD, je suis baissier. Hein. Voilà, je ne sais pas ce que va faire la Fed ce soir. Je pense, voilà, que ça va être globalement un taux médian qui sera inchangé puisqu'il a été déjà revu à la hausse au mois de juin, comparé au mois de mars. Mais si on se focalise uniquement sur l'analyse technique, si on fait abstrait à la Fed, vous voyez que l'USD index qui est équipondéré ici, on a une grosse divergence baissière. On va se mettre sur du weekly, ça sera un petit peu plus clair. Mais vous voyez que sur du weekly, sur du weekly, c'est un petit peu moins clair. Mais on a quand même cette divergence, vous voyez, sommet, 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 sommet. Et le stochastique, là, par contre, vous voyez, là, on a vraiment une belle divergence baissière. Hein.
belle divergence baissière sur le graphique weekly, sur les temps weekly pardon, du stochastique. Et sur le graphique journalier, bon, on a une réintégration du nuage Ishimoku. On a rebondi sur ce support qui est ni plus ni moins. Vous voyez que ce top qui a fait office également de résistance en 2016, en 2017. Donc voilà, ça c'est un pivot. Si on passe en dessous du nuage et sous ce support, ce sera un signal baissier. Donc outre ce dollar index, on a DXY et vous rappelez-vous le DXY, on a cette fameuse épaule tête épaule. On est en dessous du nuage Ishimoku également. Donc voilà, techniquement, si on se focalise voilà, uniquement sur l'analyse technique et on fait abstrait de la Fed, eh bien le dollar c'est dorénavant baissier. C'est dorénavant baissier. Et l'objectif de cette épaule tête épaule, c'est un retour à 92 points. Voilà. Si, imaginons, on a la Fed qui est hyper hawkish ce soir et que la semaine prochaine, allez, lundi, on est au-dessus de cette de la ligne de coup de l'épaule tête épaule. Dans ce cas-là, il faudrait invalider stratégie vendeuse du dollar. Voilà, ça fait partie des risques. De toute façon, dans le trading, on ne peut jamais être 100% sûr. Et c'est pour cela que du coup, un stop est toujours est obligatoire finalement. D'accord. Maintenant, faut savoir, le trading, c'est mettre les chances de son côté. L'épaule tête épaule, c'est prouvé statistiquement que c'est la configuration de chartiste la plus ou la seconde meilleure en termes de fiabilité. D'accord. Donc voilà, trading, c'est mettre les chances de son côté. Lorsqu'on sait que l'épaule tête épaule, c'est la meilleure, voire l'une des meilleures configurations pattern en termes de probabilité de taux de réussite, bien voilà, soit on décide de la trader, soit on la trade pas. Mais si on la trade pas et qu'on sait que c'est l'une des configurations les plus fiables, eh bien je vois pas pourquoi on trade. Vous voyez, puisqu'on si on attend d'être 100% sûr, en fait on trade jamais. Donc c'est pour cela qu'un stop est que finalement la gestion du risque est primordiale. Alors c'est pas la gestion du risque qui va vous permettre de gagner, mais sans money management, sans gestion de risque, peu importe votre stratégie de trading, vous perdrez sur du long terme. Donc la gestion du risque ne vous fera pas comment dire, ne fera pas de vous un trader gagnant, mais sans gestion de risque, vous serez obligatoirement un trader perdant sur du long terme, sur du moyen long terme. Ça dépend de votre fréquence de trading. Si vous êtes un scalper, en l'espace d'une semaine, vous aurez cramé votre compte de trading. Si vous êtes un trader à long terme, il vous faudra un peu plus de temps. Voilà. Mais voilà, gestion du risque est indispensable pour avoir de l'avenir sur les marchés financiers, pour faire grossir un capital de trading. C'est pas la seule chose qui est indispensable, mais c'en est une. Il n'y a pas que la stratégie de trading. Alors Philippe qui me dit bonjour. Alors bonjour Philippe déjà. Quand vous dites qu'une devise est achetée ou vendue par rapport à d'autres, comment faire pour savoir par rapport à quel panier de devises Alors attendez. Par rapport à quel panier de devises une devise est achetée ou vendue. Alors on ne peut pas réellement savoir. Hein. On ne peut pas réellement savoir. Par exemple, l'euro UD peut être haussier, mais l'AUD USD peut l'être également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, en fait, faut voir les taux de change. Les taux de change, c'est ni plus ni moins que des sous-performances. Hein. Vous savez, les forces relatives. Quand on fait CAC 40 Dow Jones, c'est la même chose. Hein. C'est CAC 40 slash Dow Jones. Euro-dollar, c'est euro slash dollar. C'est que des forces relatives qu'on trade hein, sur le Forex. C'est-à-dire qu'on échange, en fait. On échange. Il n'y a pas vraiment de position short hein, sur le Forex. C'est-à-dire que euro-UD, euro-dollar, c'est si vous achetez l'euro-dollar, vous achetez des euros contre des dollars. Si vous vendez l'euro-dollar, vous vendez vos euros contre du dollar. Voilà. C'est pas comme si vous shortez un indice. Même si c'est globalement la même chose parce que vous êtes sur CFD. Mais voilà, faut bien comprendre qu'un indice, vous savez, un indice c'est fait pour monter, hein, c'est fait pour monter, alors qu'un taux de change, ça varie, ça fluctue. C'est un taux de change n'est pas fait pour monter, d'accord. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, comment on peut savoir si l'euro, enfin si l'AUD est vendu par rapport à l'euro face au dollar, etc. Eh bien, il vous suffit simplement de regarder un taux de change. Si l'euro UD est haussier et que l'AUD USD est haussier, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'euro surperforme l'AUD, mais que l'AUD surperforme l'USD.
Alors, si le dollar est baissier après la Fed, comment va réagir le yen? Alors, le yen, hein, qui est la deuxième devise la plus importante dans le DXY, vous savez, DXY, c'est quoi? C'est donc il y a à peu près 20%, il me semble, 20 ou 25% de yen là-dedans. Donc, yen, si le dollar est vendu, le yen va mécaniquement remonter et donc l'USD yen va être baissier. Pour ce soir, on pourrait aussi faire un achat stop ou limite sur le dollar à combien de pips? Alors oui, c'est possible de mettre des configurations. Et bien tout simplement, on a le range euro-dollar. Hein. C'est possible de paramétrer. C'est possible de paramétrer des ordres d'entrée. On a un range, on le sait. Il est entre quoi? 1,1733 et 1,18 à peu près. Voilà. Si on passe sous 1,1733 et sous cette oblique haussière, c'est baissier, direction les 1,1550. Si on passe au-dessus des 1,18 ce soir, on est parti pour aller chercher la moyenne mobile à 200 jours, puis les 1,20. Donc c'est-à-dire 1,1940. Voilà, donc je vais accélérer. Point de marché, on est déjà 9h36. Le Forex, concrètement, vous avez compris, hein, c'est consolidation avant la Fed et ensuite tout va dépendre selon la Fed. Outre les paires majeures, AUD, NZD peuvent se vendre face à l'euro, face au GBP. Peu importe l'analyse fondamentale, encore une fois, pour moi, c'est utile pour se mettre dans un contexte, mais finalement, c'est pas grâce à l'analyse fondamentale qu'on peut trader. Le GBP techniquement, le GBP Index, ouais, il est aussi au-dessus du nuage Ichimoku et au-dessus de cette oblique baissière. Maintenant, on le voit qu'il est en dessous de cette moyenne mobile à 200 jours. Donc voilà, on est un peu dans une phase délicate, mais si on dépasse cette moyenne mobile à 200 jours, renforcement la conviction acheteuse. Et à l'inverse, si on passe sous le nuage Ichimoku, là, par contre, la tendance haussière sera clairement remise en question sur le pound. Euro index, pareil. Euro index, au-dessus de moyenne mobile à 200, au-dessus du nuage Ichimoku, RSI bullish. Voilà, pas de signaux vendeurs sur l'euro. Donc même si l'euro dollar consolide, face à la UD, ça peut s'acheter. CHF, bon, CHF, ça va dépendre du budget italien. Et pour moi, le CHF, il est suracheté. Et même d'après la BNS. Et si la BNS dit qu'il est suracheté, faut plutôt être prudent. Hein. Donc voilà. France Suisse, moi je m'attends à une baisse. Pour moi, la montée du franc suisse, elle a été quand même assez importante. Donc ça me semble assez logique qu'on ait au moins une correction, même si on est haussier. Une correction me semble indispensable. Donc déjà 38%. Voilà, 38% depuis le début du bull market. 38, c'est un retour à cette zone de prix. Donc moi, je suis baissier sur le CHF. Techniquement, on a des divergences. Regardez ici. Hop, hop. Voilà. Dans le même temps, sommet. Voyez, je prends le prix de clôture. Prix de clôture, prix de clôture. Divergence. Bon, elle n'est pas non plus excessive cette divergence, mais on en a une. Voilà, donc divergence, hein, c'est pas forcément un signal baissier, c'est simplement un signal qui alerte sur la fin de la tendance, qui nous indique que voilà, on est potentiellement en fin de tendance, soit au début de correction, ou soit complètement en renversement de tendance. On ne sait jamais trop si c'est la limite entre un renversement, entre une correction et un renversement de la tendance. Hein. Généralement, on estime qu'on a un renversement de tendance une fois qu'on a corrigé plus de 60% de la précédente impulsion. Sauf qu'après 61%, le problème c'est qu'on a, il y a déjà eu un grand mouvement qui s'est passé. Et donc c'est compliqué de rentrer à la vente après une correction de 61%. Donc cette divergence nous indique simplement que voilà, la hausse du prix n'est plus accompagnée par le momentum et que donc on a donc une prise de bénéfice qui va probablement se faire. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il faut shorter le franc. Mais en tout cas, ce qu'on a là, c'est que le franc n'est plus une devise qui est intéressante techniquement à payer, même si on est dans une tendance haussière. Hein. C'est pas le moment de rentrer à l'achat sur le franc. Si on retourne dans ces zones de support, à la rigueur, pourquoi pas. Mais pour un moment, ce n'est pas le cas. Donc, pas d'achat du franc face à l'EUD ou le NZD. Le yen, pourquoi pas. Le yen index, vous voyez, il est dans son range. Maintenant, voilà, on est dans une phase délicate, on n'a pas eu le rebond. Et moi, plus que payer un support ou dans une résistance, ce que je préfère faire, c'est acheter un rebond et vendre une baisse. D'accord? Je pense que c'est une erreur que pas mal de personnes font. C'est pas mal de personnes font, pardon, c'est d'essayer d'acheter un support et de vendre une résistance. D'accord, c'est pas parce que c'est un support qu'on va automatiquement avoir le rebond. Et c'est pas parce qu'on a une résistance qu'on va automatiquement avoir la baisse. Par contre, dès qu'on a un rebond sur un support, là, nos chances sont davantage de notre côté.
Donc, moi, personnellement, je préfère acheter un rebond et vendre un pullback. Voilà. Il y a une index, on est dans un range. Donc, que ce soit position acheteuse ou vendeuse, il n'y a pas de préférence. Maintenant, puisqu'on est sur support, moi, ce que j'attends, c'est simplement, voilà, avalement haussier ou quelque chose, vous voyez, un signal tangible. Plus que le fait qu'on soit sur un support, j'attends vraiment quelque chose en termes de prix. En termes de prix, un signal haussier. Donc, si demain on a un avalement haussier, achat du yen face à l'EUD ou le NZD. Et sinon, le CAD, bon, le CAD il est sous résistance, donc c'est un peu pareil que le franc, c'est-à-dire que, voilà, sous résistance, on a des divs, donc c'est pas forcément le meilleur moment en termes de timing pour se positionner à l'achat sur le CAD, malgré le fait qu'on soit dans une tendance haussière. Une tendance haussière, c'est bien, mais on va pas se positionner non plus en fin de tendance haussière. Donc on attend le pullback, et c'est au début du rebond dans le sens de la tendance, qu'on va se positionner à l'achat sur le CAD. Et là, le pullback, bon, vous voyez le nuage Ishimoku, là on a la span B, la base du nuage Ishimoku, plus cette base est longue au même niveau de prix, plus un niveau de support important. Donc on peut s'attendre, vous voyez, à un retour dans ce nuage, ou à cette oblique même, ça serait parfait. Retour à cette oblique, et une fois qu'on rentrera que le cours sera rentré à cette oblique, sera revenu à cette oblique, excusez-moi, eh bien pourquoi pas passer long sur le CAD face à certaines devises. Mais donc pour un moment sur nos index, ce que je vois, c'est que l'euro est boule, le GBP est boule, l'USD est bear, le franc, le CAD sont boule, mais c'est techniquement pas le moment de rentrer à l'achat. Le yen, bon sur support, mais pas de signaux haussiers. Le NZD et la UD sont baissiers. Voilà, donc aujourd'hui, outre les paires majeures, euro UD, euro NZD achat, GBP UD, GBP NZD achat. Donc euro UD, on l'a vu, euro NZD, pareil, retracement de 38%, c'est un niveau de prix qui est intéressant pour passer à l'achat. D'ailleurs, on voit ça, ce genre de chandelier, quand on a une touchette sur un support et ensuite une mèche extrêmement importante avec un corps qui est tout en haut du chandelier, ça c'est extrêmement bullish. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on a une pression vendeuse importante au début de journée, enfin une partie de la séance, et au final, en fin de séance, ou en tout cas proche de la fin de séance, on a eu quoi? On a un momentum extrêmement bullish qui, voilà, on a eu en fait une zone d'acheteur. Et si on a beaucoup de mèches sur un support, vous voyez comme un peu un marteau piqueur, si on a beaucoup de mèches sur un support, ça c'est un signal extrêmement bullish. Donc là on voit ça, c'est ce genre de mèche, ça c'est clairement bullish pour l'euro NZD. Si on a une clôture comme cela, c'est bullish. D'ailleurs c'est un marteau. Si, normalement on a une mèche qui est au moins 2 fois plus importante que le corps pour avoir un marteau. Mais donc voilà, l'euro NZD c'est boule. Pareil, GBP AUD, GBP NZD. Si on veut isoler l'AUD et le NZD, si on veut se focaliser sur la tendance de l'AUD et du NZD, je vous rappelle, le mieux c'est de vendre ces devises face à plusieurs, c'est-à-dire vendre l'AUD face à l'euro, le GBP, le dollar, ou voilà, peu importe vos convictions. Mais en tout cas, de ne pas trader qu'une seule paire. Donc tac tac, GBP, GBP, GBP AUD. Ouais, c'est pareil, 38% de cette tendance, 38%. Voilà, on est dessus, vous voyez, 1,8, 38, 1,8, ça se paye sur le GBP-UD. Malgré les titres sur le Brexit, malgré peu importe, techniquement, ça se paye. GBP-NZD, bon là, on est sous une résistance majeure, c'est les deux. Si on a le breakout des deux, signal d'achat. Ou alors, on attend un pullback. On attend un pullback soit en bas du range, ce qui semble assez loin, enfin en bas du range, pardon, en bas du canal, ce qui est assez loin, ou soit on attend encore une fois un retracement de 38, de 50 ou de 50%. Et vous voyez, 38 ça a été fait, 50 ça a été fait. Donc voilà, on peut attendre un retour vers cette zone de prix, vers les 1,96 concrètement, pour repasser à l'achat. Ou alors on attend le breakout au-dessus de 2. Et on pourra viser les 2,05. Je passe sur les indices. Indice intraday, ensuite je vais regarder les divergences weekly qu'on m'a annoncé. Donc CAC 40 toujours dans ce canal baissier. Ce canal, tant que le cours est en haut de ce canal, la perspective à court terme est baissière. Techniquement, la perspective est baissière. Baissière jusqu'à la clôture de 2007, en fait, jusqu'à 5322 à peu près.
La moyenne mobile à 200 sera extrêmement importante aussi, 5388. Voilà, et plus que en fait, vous voyez, on peut uniquement utiliser les retracements de Fibonacci. Donc, rappelez-vous, lundi, j'avais donné plutôt une conviction baissière jusqu'à déjà 38%, mais dans l'idée, on pourra chercher, comme je vous l'ai dit, les 5322 qui correspondent au prix de clôture de 2017. Maintenant, stratégie d'invalidation, c'est si le CAC sort par le haut de ce canal. S'il sort par le haut, c'est un signal bullish et on pourra viser concrètement les plus hauts de l'année qui sont environ 5650. Voilà, donc tout se joue à la borne haute de ce canal baissier. C'est la frontière qui sépare les perspectives court terme baissières et haussières. En dessous de cette oblique, perspective baissière à court terme. Au-dessus, les perspectives sont haussières. DAX, pareil, bien que les analyses techniques soient un petit peu moins, vous voyez, intéressantes, hein, sont un peu moins propres, on voit qu'on a le pivot mensuel, on a cette moyenne mobile à 50 jours en verte qui fait office de résistance, et on a cette oblique. Si on passe au-dessus de ces trois résistances, c'est signal haussier jusqu'à 12 888, et en dessous, la perspective est baissière, et on peut viser un retracement de 38, 50, voire plus, 38-50%, voire plus, pardon, de cette impulsion haussière de septembre. Pareil pour l'Eurostoxx, etc., etc. Alors, on va passer sur du weekly. Est-ce qu'on a des divergences RSI weekly? Hebdo, tac. Alors, pas de divergence. Ouais, je vais mettre le RSI, mais sur le stochastique, il n'y a pas de divergence. Sommet, alors on est très légère ici. Très légère. Non, même pas, puisque c'est prix de clôture, c'est pas les mèches qu'on utilise. Prix de clôture, prix de clôture, prix de clôture. Et là, vous voyez, non. Donc, sommet de plus en plus bas sur le DAX et sur le CAC 40, il me semble également. Je pense que là où il y a des divergences, c'est à Wall Street. Hein. Ah non, sur le CAC, on peut voir qu'on a des divergences. Hein. Prix de clôture, prix de clôture, prix de clôture. Donc sommet, 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 sommet. RSI, 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 RSI. Donc divergence, oui, à la baisse sur le CAC 40. S&P 500, est-ce qu'on a des divises? Est-ce que nous avons des divergences? Oui, pour le moment, on en a un. Vous voyez, sommet, sommet. Bon, maintenant, on n'a pas le pic ici, on n'a pas vraiment un repli, donc c'est pas forcément possible de viser de dire qu'on a une divergence, parce que pour avoir un sommet, il faut avoir un top, et pour le moment, la tendance elle reste aussi, on n'a pas vraiment de top. Bon là, par contre, sur du long terme, on voit que le S&P, c'est qu'une question de semaines maintenant pour qu'il aille chercher les 3000 points, hein, au passage. Dow Jones, il me semble qu'il n'y a pas de divergence non plus. Voilà, pas de divergence non plus. Nasdaq 100, il me semble qu'il n'y en a pas non plus. Ah si, Nasdaq 100, il y en a une. Regardez. Sommet. Sommet. Divergence. Mais bon, est-ce qu'on va shorter le Nasdaq avec cette tendance? Simplement parce qu'il y a une divergence weekly. Et sachant qu'une divergence peut durer pas mal de temps, et c'est pas parce qu'on a une divergence qu'on va automatiquement avoir un retracement. Regardez ici. Je me rappelle, on avait annoncé cette divergence, sommet, et pourtant, regardez, on a eu le rebond. Voyez. Donc c'est pas parce qu'on a une divergence qu'on va automatiquement avoir une baisse. C'est pour ça que les divergences, c'est la contre-tendance, hein, généralement. Le plus souvent, vous avez des divergences qui sont à l'inverse de la tendance. Donc voilà, c'est très compliqué de trader les divergences. La seule chose qu'on peut être certain dans une divergence, c'est que le momentum, le prix, l'action du prix n'est plus accompagnée par le momentum. Et donc, on va probablement avoir un retracement. Pas forcément un renversement de la tendance, mais au moins une correction. Voilà. Voilà, et donc on me pose une question, alors, divergence sur SSD, S&P, USD, 30 DAX, alors peut-être, peut-être. R1 mensuel sur Nasdaq,
Alors peut-être qu'il y a des divergences voilà, sur les indices. Maintenant, voilà, pour moi, vu la tendance, il n'y a pas de raison de les shorter, ces indices. Tant qu'on reste au-dessus des moyennes mobiles à 200 jours, voilà, le mieux c'est de se positionner dans son tendance. Oui, voilà, sur le mensuel, pareil, on a une divergence, on a un sommet de plus en plus bas sur le RSI, et sur le prix, ils sont de plus en plus hauts. Voilà. Alors j'ai une question sur la SD Yen. On me demande en parlant de divergence. Tac, tac, tac. Alors, en parlant de divergence, vous pouvez me confirmer la légère divergence en 4 heures USD Yen. Merci. 4 heures USD Yen. 4 heures. Oui, voilà, on a une belle div. Regardez ici. On a une div maintenant. Est-ce qu'encore une fois, ça suffit pour passer à la vente? La réponse est non. La réponse est non. On attend. Ce qu'on trade avant tout, c'est le prix. C'est pas parce qu'on a un oscillateur qui est suracheté qu'on va forcément vendre le prix. D'accord. Faut attendre vraiment un début de baisse avant de shorter un prix. Et il faut attendre un début de hausse pour acheter. Donc voilà, peu importe les signaux que vous avez. Donc l'USD Yen, moi vous savez, la borne, la frontière entre les perspectives acheteuses et vendeuses, c'est les 113,17. Si on a une clôture journalière au-dessus de ce niveau de prix, c'est bullish jusqu'à 115. Et tant qu'on est en dessous, et plus on se rapproche finalement, plus la perspective baissière domine. Voilà. Maintenant, ce qu'on attend, c'est simplement un signal baissier. Parce que pour le moment, ce qu'on a, c'est un prix qui est bullish. Vous voyez, qui est un prix qui est bullish. Donc voilà, tout va se jouer à mon avis ce soir. Tout va se jouer ce soir sur le USD Yen. Soit on a le breakout des 113,17, auquel cas il faudra viser les 115, avec un stop sous le récent plus bas. Ou alors on a un avalement baissier, un signal, enfin peu importe, un signal baissier sous les 113, ce qui serait excellent pour shorter la paire USD Yen jusqu'à 110. Voilà. Et pour les comos, bon, l'or c'est pareil, même topo que sur l'euro dollar, c'est-à-dire consolidation entre 1195 et 1210. Vous voyez sur du horaire, voilà. Vous voyez la consolidation, c'est net. En dessous de 1195, si on a un breakout, si on a une clôture journalière en dessous de ce niveau de prix, on vient chercher les 1180, ce qui correspond au 1,1550 sur l'euro dollar ou au 1,29 sur le GBP USD. Et à l'inverse, si on a une clôture journalière, un breakout des 1210, stratégie acheteuse jusqu'au R1 mensuel, au R3 hebdomadaire, vous voyez, proche des 1230. Donc c'est qui tout double pour le gold, c'est qui tout double pour le DXY, l'euro dollar ou le GBP USD. Ça va tout se jouer ce soir. On est d'accord que les trois paires les plus tradées en général sont euro dollar, GBP USD et USDN pour leur volatilité. Alors c'est pas pour leur volatilité qui sont les plus tradées. La volatilité, les plus volatiles, vous êtes sur des paires exotiques. Simplement que l'euro dollar, GBP USD, USDN, vous n'avez pas de nouvelles surprises. C'est-à-dire que voilà, pour les marchés émergents, on va dire que une banque centrale, voilà, par exemple en Turquie, vous voyez, la banque centrale, elle est indépendante entre guillemets, d'accord. Voilà. Donc en fait l'euro dollar, déjà parce que le forex, c'est pas utilisé uniquement pour trader, c'est utilisé pour voilà, des transferts. Quand vous allez voyager aux États-Unis, vous avez bien besoin de dollars, donc vous allez automatiquement passer par le forex sans que vous le sachiez forcément. Bon, puisqu'on trade sur les marchés, on sait qu'on passe sur le forex, mais la plupart des personnes ne savent pas réellement que voilà, ça passe par le forex. Lorsque Total rachète une compagnie aux États-Unis, elle le fait comment? Elle le fait en dollars, donc elle est forcément obligée de passer par le forex. Alors c'est pas elle immédiatement qui achète des dollars, ça passe par une banque. Généralement c'est la banque qui a un intermédiaire comme BNP ou voilà, une autre banque. Mais voilà, le forex c'est pas uniquement du trading, de la spéculation. Et d'ailleurs là, je pense que la plupart des volumes sont pas réalisés par la spéculation. C'est réalisé par les activités commerciales. Donc, quelles sont les plus grandes puissances économiques? Quelles sont finalement les puissances économiques? C'est Japon, Europe, États-Unis, enfin Amérique du Nord, et depuis voilà, on a également l'Australie et la Nouvelle-Zélande et la Chine qui gagne de plus en plus de terrain. Mais concrètement, les puissances économiques historiques, c'est quoi? C'est le Japon, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et c'est pour ça que les plus importants volumes sont réalisés, les plus tradés sont réalisés sur euro-dollar, GBP USD et USD Yen. C'est parce qu'il y a énormément de volume et donc un spread
extrêmement faible, hein. Peu de chances de slippage, peu de chances de voilà de slippage, voilà de gap, de manipulation de marché. Vous voyez tout ça. On a un marché sur le dollar, le GBP USD ou le SDN qui sont extrêmement liquides. C'est les produits les plus liquides. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont les plus tradés parce que c'est des produits extrêmement liquides. Si vous allez vous mettre sur une paire comme par exemple, imaginons peso mexicain versus livre turc, je n'ai rien contre ces deux devises, mais vous voyez que il y aura déjà un spread qui sera beaucoup plus important parce qu'il y aura moins de liquidité, la volatilité sera énorme et il y a des chances, on va dire, de manipulation de marché qui est du coup beaucoup plus importante. C'est pareil. Pourquoi les crypto-monnaies ne sont pas énormément tradées par rapport à l'euro-dollar, vous voyez? Mais parce qu'ils sont pas forcément, ils sont pas assez liquides. Donc les banques, les hedge funds qui ont qui tradent avec des millions voire des milliards, eh bien, imaginez ils prennent une position sur des cryptos. Eh bien, ça se voit directement sur le cours. Or, vous savez que les institutionnels ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent, ce qu'ils veulent, pardon, et vous savez que c'est interdit pour une institutionnelle de manipuler le cours d'un actif. Donc voilà. Bon, ceci étant dit, je pense qu'on a fait un bon tour des marchés. À part le pétrole, on y passe tout de suite parce que le pétrole, hein, signaux techniques très intéressant. Mais l'or, voilà, c'est pareil que l'euro-dollar, c'est pareil que le GBP/USD, c'est consolidation en amont de la Fed. Donc aujourd'hui, si vous souhaitez prendre des positions, le mieux, c'est d'attendre au moins ce soir des positions swing trading. Maintenant, en intraday, vous connaissez les bornes, 1195, 1210. Et même les 1200 peuvent s'acheter à la rigueur. En intraday, je dis bien. Pétrole Brent, breakout des 80 dollars, 80,44 dollars, hein, qui était l'ancien sommet. Donc on a eu le breakout qui a été fait hier et avant-hier, pardon. Et hier, on a eu la confirmation. C'est quoi la confirmation? C'est simplement un nouveau chandelier qui est au-dessus du breakout. Parce que souvent, dès qu'on a une longue période de consolidation, on peut avoir un breakout un jour et ensuite le lendemain, une réintégration. Donc voilà. Après un breakout de 2-3 chandeliers, ça renforce énormément le signal bullish. Alors que quand on a un breakout qui se fait après, par exemple, 6 mois de consolidation, eh bien, avec simplement un chandelier, c'est voilà, c'est très compliqué de. Enfin, c'est pas très compliqué, mais c'est surtout, voilà, encore une fois, c'est toute une question de probabilité, mettre les probabilités de son côté. Bien, dès qu'on a un breakout de seulement un chandelier après une consolidation de 6 mois, c'est pas forcément très, voilà, on rentre pas forcément avec énormément de confiance dans notre position. Alors que quand on a un breakout, on rentre après ce premier chandelier et qu'ensuite il y a un deuxième, troisième chandelier au-dessus de ce breakout. Bon, bien là, ça renforce clairement la perspective la perspective haussière, c'est-à-dire que finalement les vendeurs sont clairement eh bien partis de ce niveau de prix, alors qu'ils dominaient pendant cette période de consolidation. Donc voilà, breakout haussier confirmé hier. Donc voilà, ça renforce la perspective haussière. Est-ce qu'on va chercher 100 dollars sur le baril? Moi, honnêtement, je ne pense pas. Maintenant, voilà, c'est très compliqué de donner de faire des estimations de long terme parce que bon, on est conscient, hein, les barils le pétrole, c'est l'OPEP, hein. C'est l'OPEP qui décide. Donc, à part si vous travaillez, euh, si vous avez des contacts chez le gouvernement saoudien, je vois pas comment on peut dire 100 dollars, etc. La plupart des estimations des experts, hein, si vous regardez les experts hein, depuis pas mal d'années, euh, honnêtement, la plupart ont eu tort, hein. Voilà, on a beaucoup de titres, pétrole à 100, pétrole à 50, pétrole à 25. Vous savez, il y a 3 ans, il y a 2 ans, on disait bon, le pétrole, il va aller chercher 25, voire même beaucoup plus bas, etc., etc. Finalement, pas du tout. Enfin, voilà. Honnêtement, l'estimation de long terme sur le pétrole, je ferai très clairement attention. Maintenant, ce que je vois d'un point de vue technique, et uniquement d'un point de vue technique, une oblique baissière qui vient chercher sommet de 2008, sommet de 2012, sommet de 2014, elle passe à 90 dollars. Donc, avant les 100, je pense que 90 dollars sera un test extrêmement important sur le Brent. Et si le Brent dépasse ces 90 dollars, qui est je rappelle, cette oblique, mais on a également ce support, vous voyez, résistance, devenu
support hein, ici. Vous voyez. Donc si on dépasse les 90, qui sera un seuil très très important, un seuil clé pour le Brent, oui, on est recherché 100 $, voire même beaucoup plus haut. Mais voilà, vous dire que dans un an, on sera à 100 $, c'est voilà. Personnellement, je ne fais pas partie de ces personnes pour bien évidemment les cours de pétrole, parce que les cours de pétrole, voilà, c'est, je dirais pas que c'est un marché manipulé, mais presque quand même. Hein. Sur du long terme, en tout cas, c'est compliqué de le trader sur du très long terme. Maintenant, on peut avoir des signaux d'un point de vue technique. Et c'est avant tout pour cette raison-là qu'on trade. C'est l'analyse technique. Voilà donc. Merci pour votre attention. Je pense qu'on a fait le tour du marché. Hein. Tour du marché. Donc encore une fois, journée de transition aujourd'hui avant la Fed. Ce soir, 19h45. 19h45. Webinaire spécial Fed. Les dot plots qui seront publiés à 20h avec le communiqué. Et après le discours de Powell qui sera à 20h30. J'aurai le plaisir de couvrir cet événement. Donc ce soir à 19h45, je vous envoie le lien tout de suite pour vous inscrire. J'espère vous voir. J'espère vous voir. Et voilà, sinon pour ceux que je ne retrouverai pas, eh bien écoutez, je vous dis à demain matin pour mon prochain point de marché.